Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a déclaré sur Twitter que l'oiseau bleu, c'est le signe, c'est le logo de Twitter, était enfin libéré. Son objectif tentait, je cite, d'aider l'humanité en faisant du réseau social la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Nos démocraties peuvent-elles se retrouver fragilisées par un milliardaire imprévisible qui entend défendre à travers Twitter sa conception, je cite toujours, absolutiste de la liberté d'expression? Elon Musk permettra-t-il aux théories haineuses, complotistes, extrémistes de se répandre plus encore sur ce réseau social aux 300 millions d'utilisateurs? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Annabelle Gavert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directrice du Center of Digital Economy, professeur titulaire de la chaire d'économie numérique à l'Université du Surrey au Royaume-Uni. Et ici même en studio, Romain Badoir, bonjour. Vous êtes maître de conférences et chercheur en sciences de l'information et de communication à Paris 2, Panthéon-Assas. On vous doit notamment les nouvelles lois du web aux éditions du Seuil. Romain Badoir, si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais vu cette plateforme ce qu'est Twitter, à quoi ça sert? Alors, Twitter, c'est une plateforme de réseau social qui a pour caractéristique de permettre à ses usagers de publier des messages qui sont publics et qui ont des formats très courts. Alors, pendant longtemps, ça a été 140 caractères. Aujourd'hui, c'est 280. La caractéristique de Twitter, c'est que les messages qui sont publiés sont très courts. Et donc, généralement, quand on publie des tweets, on va droit au but, on va à l'essentiel, on décontextualise. Et d'ailleurs, ce caractère court a aussi un rôle dans les phénomènes de violence expressive et de radicalisation des messages sur Twitter. Surtout, la caractéristique de Twitter, c'est que justement la conversation y est publique, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en conversation avec n'importe quel autre internaute qui s'y trouve, contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook par exemple, où on va échanger dans le cadre d'un cercle d'amis prédéfini qu'on a accepté. Ici, tout est public et c'est ce qui fait aussi la valeur de Twitter. Ce qui fait que 300 millions, un peu moins de 300 millions de tweetos, de personnes donc qui utilisent Twitter sont là quotidiennement. Est-ce qu'il est possible de faire une sorte de typologie? Qui sont les personnes que l'on trouve aujourd'hui sur Twitter? Alors effectivement, les usagers de Twitter sont assez peu représentatifs de la population en général. On sait qu'il y a une surreprésentation d'hommes, une surreprésentation de jeunes, une surreprésentation d'urbains et de personnes diplômées. Donc on est effectivement sur une population assez particulière et assez peu représentative de la population, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Et puis alors, il y a des humains et des non-humains aussi sur Twitter, Romain Badoir. Oui, c'est qu'est-ce qu'on appelle les bots, donc les robots qui sont programmés pour publier automatiquement des messages et qui sont assez nombreux sur la plateforme. En tout cas, assez nombreux pour que Elon Musk hésite finalement à racheter le réseau social. Et le rôle de ces bots, c'est justement de faire monter artificiellement des conversations, des sujets, en retweetant automatiquement des messages ou en produisant automatiquement des messages. Olivier Tesquet vient de nous rejoindre, journaliste média et numérique à Télérama. Olivier Tesquet, on parle de Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres applications de micro-blogging, d'autres applications qui ont été ou sont toujours concurrentes de Twitter? Parce qu'on a l'impression que Twitter est quasiment devenu un terme générique dans ce domaine d'application. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que Twitter exerce une forme de monopole sur la conversation publique. Des alternatives, on en a vu beaucoup éclore ces dernières années comme des alternatives à Twitter. Soit des alternatives parce que c'était des endroits sur lesquels des gens qui avaient été bannis de Twitter allaient pouvoir trouver un endroit où s'ébrouer, on va dire. Donc, on a eu notamment des réseaux sociaux qui sont considérés comme des réseaux sociaux plutôt de droite radicale ou d'extrême droite aux États-Unis, donc Gab, Parler, des applications de ce type-là, ou alors on a des alternatives qui se présentent comme telles, qui se fondent sur des réseaux décentralisés, comme Mastodon, par exemple, dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, parce qu'ils ont un pic d'inscription, évidemment, à la faveur de tout ce qui est en train de se passer chez Twitter. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré tout, un peu à la manière de Facebook que l'on évoquait il y a quelques instants, Twitter est aujourd'hui
dans une situation de quasi-monopole dans ce type d'application. Annabelle Gavert, il y a dans l'histoire d'Elon Musk et de Twitter quelque chose d'assez mystérieux. Donc Elon Musk, c'est un chef d'entreprise qui est aujourd'hui la personne la plus riche au monde. Il a notamment développé la marque automobile Tesla, des automobiles électrique avec une valorisation extrêmement forte de cette entreprise, et il a décidé d'acheter Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars, ce qui n'est pas quelque chose de très clair puisqu'on voit mal finalement pourquoi il a accepté de payer autant pour cette application. Absolument, absolument. Bien que Elon Musk ait été, au moins jusqu'à présent, un homme d'affaires qui a fait des investissements très avisés, l'achat de Twitter se fait sur une autre logique. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à un milliardaire, un multimilliardaire qui s'achète un mégaphone au niveau global, au niveau mondial. Alors, il a dit depuis le début que pour lui, Twitter, ça avait un rôle à jouer au niveau de ses croyances, de ses valeurs. Donc, il se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression. Mais on pourrait aussi l'interpréter comme, de tout temps, il y a eu des gens extrêmement riches qui se sont achetés des journaux. On a Bezos qui a acheté le Washington Post. On a eu Hearst, il y a plusieurs dizaines d'années, qui avait également un empire de médias. Donc, je crois qu'en France, un certain Vincent Bolloré a fait également quelque chose de comparable. Exactement. Mais alors, est-ce que c'est de la mégalomanie? Est-ce que c'est voilà, une envie de peser et qu'on parle de soi? Est-ce que c'est une... Alors, moi, ce qui m'interroge, Annabelle Gavert, pardon de vous couper, ce qui m'interroge, c'est que la somme 44 milliards de dollars suppose d'une part un endettement important, puisque 13 milliards ont été prêtés par les banques, 7 milliards constituent un tour de table avec des investisseurs opaques. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement ces investisseurs, parce qu'ils font beaucoup causer? Il y a par exemple des Saoudiens, bref, là aussi il y a un sujet d'interrogation. Alors, je ne peux pas vous donner plus de détails sur les investisseurs, mais par contre, ce qui est clair, c'est que les sources de revenus de Twitter, en ce qui concerne les publicitaires, sont menacées. Parce que cette liberté d'expression qui est voulue par Elon Musk, qui va se traduire par... en tout cas, d'abord, on ne sait pas vraiment s'il va pouvoir faire ce qu'il a dit. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on voit qu'il se contradit lui-même en chassant du réseau des gens alors qu'il avait promis qu'il n'allait pas... Notamment une humoriste qui avait utilisé son nom pour tweeter, celle-ci a été bannie du réseau. Effectivement, Olivier Tesquet, sur le tour de table qui a été constitué par Elon Musk et qui interroge. Oui, alors il y a effectivement parmi les autres milliardaires auprès de qui Elon Musk a levé de l'argent, un membre de la famille royale saoudienne. Alors sachant que les Saoudiens avaient déjà des parts dans Twitter, il y avait déjà des investissements qui avaient été réalisés ces dernières années. En tout cas, c'est sûr que ça pose question, et ça pose question jusqu'aux États-Unis, puisque certains... parlementaires américains, voire certains membres de l'administration Biden aimeraient bien se pencher sur ces liens financiers, parce qu'effectivement, quand on parle de grandes plateformes comme Twitter, il y a un enjeu de souveraineté, et cet enjeu de souveraineté est susceptible d'être mis à mal à partir du moment où des intérêts étrangers, sachant qu'en plus en ce moment entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, les relations ne sont pas exactement au beau fixe, ça peut évidemment être une arme diplomatique ou économique. Et alors, ce qui est très étonnant dans ce rachat, c'est que ce rachat est un rachat à rebondissement, c'est-à-dire qu'apparemment Elon Musk a hésité, et on comprend très bien qu'il a hésité, puisque d'ordinaire, pour valoriser le fait de donner un prix à une entreprise, on peut considérer par exemple que c'est un multiple du chiffre d'affaires, et on a l'habitude de considérer qu'une entreprise technologique vaut 2 à 3 fois par exemple son chiffre d'affaires. C'est ce qui avait été fait pour des applications de ce type. Là, Twitter a été valorisé 9 fois son chiffre d'affaires. Olivier Tesquet, est-ce que c'est raisonnable selon vous?
On a depuis bien longtemps quitté le rivage de ce qui est raisonnable ou de ce qui ne l'est pas. Je pense que quand on parle de l'irrationalité d'Elon Musk, il faut le rattacher à quelque chose chez lui qui est finalement profondément rationnel. Alors c'est assez contre-intuitif pour nous, c'est qu'en fait il se rattache à un courant de pensée assez profond maintenant aux États-Unis, et particulièrement chez les gens qui ont énormément d'argent, donc notamment dans la Silicon Valley et dans la finance, qui est le courant de pensée du long-termisme. Et quand on dit le long-termisme, c'est vraiment un long-termisme qui s'étend très très loin. On parle même plus de siècles, on parle de millénaires. C'est-à-dire qu'on fait des investissements où on redistribue son argent de manière philanthropique, sachant que la philanthropie c'est quand même toujours payé pour avoir du pouvoir, on investit cet argent dans des projets qui vont être susceptibles de porter l'humanité sur très longtemps. C'est pour ça que quand j'entends Elon Musk nous dire j'ai racheté Twitter pour le bien de la civilisation ou pour le bien de l'humanité, moi je serais curieux de savoir de quelle civilisation ou de quelle humanité il parle. Est-ce qu'il parle de maintenant ? Ou est-ce qu'il parle de la civilisation dans 2000 ans ? Parce qu'on parle quand même de quelqu'un dont l'objectif ultime est quand même la colonisation de Mars, ce qui en dit assez long sur ces horizons assez lointains, justement. Alors, en tout cas, il a été philanthrope, mais même si son geste peut apparaître comme étant téméraire, il a beaucoup hésité, puisque en mai, il avait considéré, Elon Musk, que cet accord devait être mis sur pause. Il avait découvert, Romain Badoir, qu'il y avait sur Twitter des bots, autrement dit des comptes qui étaient des comptes bidons, ce qui normalement est quelque chose de connu par le moindre utilisateur de Twitter. On ne peut pas imaginer qu'il l'ait découvert comme ça fortuitement. Oui, on peut penser que ça fait partie d'une stratégie, effectivement. Pour autant, il est allé jusqu'au bout du rachat. Il a effectivement payé 44 milliards pour une plateforme qui a un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards. Donc, comme vous le disiez, c'est effectivement très cher payé. Et il faut bien avoir en tête que dans le paysage des réseaux sociaux, Twitter, c'est une plateforme qui est en fait assez peu rentable en comparaison de YouTube, de Facebook. Et comme le disait Olivier Tesquet, ça signifie que au-delà de la rentabilité du réseau social, Elon Musk a un projet derrière, un projet économique, alors qu'il a commencé à mettre en place, en faisant payer les comptes vérifiés. Ce qui n'a jamais marché. Ce qui n'a jamais marché. C'est une stratégie un peu douteuse, on verra ce qu'il advient. Il a aussi annoncé qu'il voulait intégrer Twitter dans une offre de services plus large en s'inspirant de certaines plateformes chinoises. Et puis, il a aussi un projet politique derrière ce rachat de Twitter. Alors, effectivement, puisque Olivier Tesquet, c'est ça qui rend suspicieux. On se dit que Elon Musk est un bon homme d'affaires, qu'il sait comment on peut atteindre la rentabilité. Il propose de faire de Twitter une super app, autrement dit une application ayant plusieurs fonctions. Si vous pouviez nous dire en quelques mots, Olivier Tesquet, de quoi il s'agit et si ce projet semble effectivement réaliste ou bien s'il a derrière d'autres vues. Alors c'est vrai que ça fait déjà maintenant quelques années que Elon Musk fantasme l'idée d'une super application alors qu'il appelle X. On ne sait pas si ce serait un nom de code ou un nom définitif, mais en tout cas ça s'appelle comme ça. Et le meilleur point de comparaison qu'on puisse trouver, c'est une application extrêmement utilisée en Chine qui s'appelle WeChat. Et WeChat est à la fois l'endroit où on communique avec ses proches, l'endroit où on peut payer pour tout un tas de services. C'est un peu le sésame universel pour toutes les actions de la vie quotidienne. Et ça, c'est effectivement le projet à plus long terme d'Elon Musk, même si aujourd'hui, il met surtout en avant le fait qu'il veut faire de Twitter, ou refaire de Twitter, le sanctuaire de la liberté d'expression. Alors je mets de grosses guillemets à liberté d'expression, qui est une définition assez particulière sur laquelle on aura, je pense, l'occasion de revenir, mais ce n'est qu'une étape, a priori, vers un objectif qui, encore une fois, est un objectif à la fois assez lointain et assez nébuleux. Annabelle Gavert, est-ce qu'il faut considérer que le rachat de Twitter par Elon Musk relève de la philanthropie ? Alors, certaines entreprises philanthropiques sont plus inquiétantes que d'autres, ou bien pensez-vous qu'il puisse y avoir derrière une rentabilité économique, un business model, comme on dit dans ce domaine ? J'oserais une troisième hypothèse. Il s'agit peut-être ni de philanthropie, ni d'une affaire, mais d'une espèce de mégalomanie et d'un désir très fort de diriger la conversation. Mais dans ce cas-là, pourquoi d'autres que lui l'ont suivi ? Puisque dans ce tour de table, il est finalement à moitié investi. L'autre partie des 44 milliards est apportée par des banques et des investisseurs. Alors, Elon Musk est quelqu'un qui a un pouvoir énorme et quelqu'un qui a des capacités d'influence énormes. Il exerce une véritable fascination
pour tout un tas d'investisseurs qui lui font confiance, même s'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'était quand même quelqu'un qui a promis des choses que les gens pensaient impossibles et qui a réussi à en faire certaines. Ah, nous avons eu une petite coupure. Olivier Tesquet. Ouais, je rebondis un peu sur ce que disait Namel Gavert. Il y a quand même effectivement beaucoup d'investisseurs qui le soutiennent, des gens avec des poches très, très profondes. J'exclus pas le fait que certains soient aussi, on va dire, intéressés ou puissent regarder d'un œil un peu curieux l'avenir à relativement court terme de la fortune d'Elon Musk. Parce que Elon Musk a énormément d'argent, mais sa fortune repose en grande majorité sur des parts qu'il a notamment dans Tesla. Or, ce qui se passe depuis qu'il a racheté Twitter, c'est que l'action de Tesla est en train de chuter et il y a de vraies interrogations dans la presse financière américaine sur la santé financière de son empire à relativement courte échéance. Et on pourrait tout à fait se retrouver dans une situation où, plus rapidement qu'on ne le croit, Elon Musk serait par exemple obligé de céder des parts dans Tesla, voire de revendre Tesla à des investisseurs qui, à coup sûr, seraient assez intéressés, à mon avis, à l'idée de monter au capital d'une entreprise comme celle-ci. C'est-à-dire un coup de billard à deux bandes, investir dans Twitter pour reprendre des parts de Tesla, par exemple ? On fait un peu de la politique fiction, mais on est obligé d'envisager ce genre de scénario parce que je ne peux pas imaginer que des gens qui ont autant d'argent le suivent comme ça uniquement par une foi inextinguible en sa capacité à prédire l'avenir. Alors, en tout cas, ce qui est certain, Romain Badoir, c'est que l'entreprise est peu rentable, elle a été surpayée et première décision d'Elon Musk, licencier la moitié des effectifs, dont des effectifs qui aujourd'hui servent à la régulation, je mets le terme entre guillemets parce que Twitter est, disons, régulé à minima, mais enfin, il y avait malgré tout des personnes payées pour réguler le réseau social. Oui, ce qui paraît surprenant vu de France, c'est que pour Elon Musk, il y a trop de modération sur Twitter, alors qu'en France, quand on en parle, c'est plutôt pour dire qu'il n'y en a pas assez et qu'il en faudrait plus. Twitter, avant ce coup de balai, c'était 5500 employés, 1800 modérateurs. En comparaison de Facebook avec ses 15 000 modérateurs ou YouTube avec ses 10 000 modérateurs, c'est peu. Alors, c'est un réseau social qui est aussi moins populaire que les deux précédents, mais quand même, c'est un réseau social sur lequel il y a moins de modération que sur les autres. Et Elon Musk parie surtout sur la modération automatisée, c'est-à-dire remettre les clés de la modération à des algorithmes qui scanneraient les contenus automatiquement pour faire le ménage, faire la police de la parole publique, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. On va voir effectivement si cela est réaliste, la manière dont ce rachat pourrait peser sur à la fois la démocratie américaine, puisqu'il y a des élections aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi plus largement sur l'évolution du débat public dans le monde. Nous sommes en compagnie d'Olivier Tesquet, journaliste média numérique à Télérama, l'économiste Annabelle Gavert et Romain Badoir, chercheur en sciences de l'information et de la communication. 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nos démocraties peuvent-elles être encore plus fragilisées depuis le rachat par le milliardaire Elon Musk du réseau social Twitter? Pour en parler, nous sommes en compagnie du chercheur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, Panthéon-Assas, Romain Badoir, et du journaliste spécialisé dans le domaine des médias et du numérique à Télérama, Olivier Tesquet. On le rappelait, Olivier Tesquet, un rachat à 44 milliards de dollars, un rachat avec une faible espoir de rentabilité, ce qui est peu banal pour l'histoire donc d'un homme, Elon Musk, qui s'est surtout singularisé par sa capacité à faire de l'argent et à rendre rentable des entreprises qu'il était peu, avec là aussi un risque de déstabilisation, puisque sa première décision a été de supprimer la moitié de l'effectif de Twitter, et notamment ceux qui régulaient la plateforme. Est-ce que dès lors, il faut s'inquiéter dès maintenant avec, par exemple, les élections à mi-mandat aux États-Unis ? Alors évidemment, cette question se pose parce que quand on regarde les personnels qui ont été licenciés par Elon Musk, on retrouve des équipes entières qui étaient en charge de l'intégrité des élections, qui étaient en charge de la lutte contre les discours de haine, qui étaient en charge des questions d'accessibilité, de droits humains, etc. Et tout ça s'inscrit dans un agenda politique qui est un agenda politique conservateur et qui est l'agenda politique du Parti républicain aux États-Unis, qui consiste à dire que depuis quelques années, les voix républicaines et conservatrices
consommatrices sur Twitter sont invisibilisées. Et ce discours-là, aujourd'hui, il est à l'intérieur de Twitter. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, il y a eu une vraie question. En fait, aujourd'hui, on est face à un problème qui est assez insoluble, finalement. C'est que Twitter est une plateforme américaine, de philosophie américaine, et aux États-Unis, les discours de haine sont protégés par le Premier Amendement. Or, évidemment, sur Twitter, il y a tout un tas de discours qui ne sont pas illégaux, mais qui sont difficiles à entendre et qui nuisent à la conversation publique. Et donc, ces dernières années, vous avez parfois des accrochages politiques qui peuvent dégénérer en discours de haine, qui sont du coup légaux aux États-Unis au regard du droit, mais qui peuvent être considérés comme nuisant à la qualité des échanges ou à la sécurité des personnes. Et donc, ces dernières années, Twitter a pris à sa charge, assez poussé par les États d'ailleurs en ce sens, un rôle de justice administrative presque, en modérant ces contenus-là, et donc en montant toutes les cellules que j'ai évoquées et qui aujourd'hui ont été démantelées. Il y a une vraie question de savoir est-ce que c'est à ces plateformes de prendre en charge cette fonction-là. Est-ce que c'était à Twitter, est-ce que c'était à Facebook et à d'autres de bannir Donald Trump après l'assaut contre le Capitole le 6 janvier, puisqu'on rappelle qu'il a été déplatformé, comme on dit, à cette occasion-là. La question, elle est ouverte. Donc il y a un vrai sujet, mais aujourd'hui, ce discours a pénétré Twitter et a même pénétré, j'allais dire, son état-major, puisque autour d'Elon Musk, on retrouve quelqu'un qui s'appelle David Sacks, par exemple, dont on parle très peu en ce moment, mais qui, dans cet exercice très solitaire du pouvoir, accompagne quand même Elon Musk, qui est un ancien de PayPal, d'ailleurs, comme lui, qui est millionnaire, multimillionnaire. Alors, il n'est pas milliardaire, mais il a quand même de l'argent. Lui, il est persuadé, il tient absolument ce discours-là, que les voix conservatrices sont invisibilisées et que donc il faudrait leur rendre toute visibilité. Ce qui, évidemment, dans un contexte électoral, pose question. Romain Badoir. Oui, ce à quoi on peut s'attendre après ce rachat et les premières annonces d'Elon Musk, c'est effectivement un retour de certains mouvements conservateurs et d'extrême droite sur la plateforme qui avait été déplatformisée, comme le disait Olivier Tesquet. Alors qu'est-ce que c'est la déplatformisation ? Suite à l'invasion du Capitole en janvier 2021 et la censure de Donald Trump sur les réseaux, Twitter, comme un certain nombre de réseaux sociaux, ont décidé de faire le ménage parmi les groupuscules d'extrême droite qui étaient présents sur le réseau et qui étaient accusés de contribuer à la brutalisation des échanges sur la plateforme. Et donc ces mouvements ont migré vers d'autres plateformes moins connues, moins populaires, et ont perdu une part importante de leur audience et de leur public en sortant des grands réseaux sociaux. Alors ils ne sont pas morts, ils existent toujours, et ce que Elon Musk a dit en disant que lui il défendait un point de vue absolutiste de la liberté d'expression, qu'il était en faveur du retour... Il a dit, pardon, je vous coupe Romain Badoir, tout en respectant, a-t-il ajouté, les lois des États. Ben oui, mais parce qu'il ne peut pas tout faire, Elon Musk. En Europe, il y a des lois à respecter. Il y a le Digital Services Act qui va entrer en fonction très prochainement, qui fixe un certain nombre de règles pour les plateformes qui veulent exercer leurs services sur le territoire de l'Union européenne. Et puis, il y a une autre pression aussi que subit Elon Musk, c'est celle des annonceurs. C'est-à-dire que les publicitaires, eux, désirent diffuser leurs publicités, leurs annonces dans un climat pacifique, en tout cas pas dans un climat guerrier où c'est la bagarre tous les jours. Et donc, si Elon Musk veut rentabiliser le réseau, il va bien être obligé d'écouter ses annonceurs. Olivier Tesquet, est-ce que Trump va revenir sur la plateforme ? C'était l'un des thèmes évoqués par Elon Musk. Il ne s'agit pas d'une promesse, mais il s'agit d'une possibilité. Alors c'est une vraie possibilité. Elon Musk a dit au mois de mai, quand il s'est positionné pour acheter Twitter, il estimait que c'était une décision qui était moralement mauvaise, je reprends ces termes. Aujourd'hui, ce ne sera pas tranché là dans les 24 ou 48 heures. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une concomitance de temps, où hier on a eu Elon Musk qui a appelé à voter républicain, quand même, clairement. Il a dit, alors pour le bien de la démocratie, c'est bien que le pouvoir soit partagé, et donc comme les démocrates ont la Maison Blanche, ce serait bien qu'il y ait une majorité républicaine au Congrès. Et dans le même temps, on voit bien que bruisse de la candidature possible, probable, de plus en plus probable, en tout cas, de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, puisqu'il a annoncé cette nuit qu'a priori, il avait une grosse annonce à faire pour le 15 novembre. Et donc, c'est quand même assez
étonnant, où ça interpelle de voir cette concomitance de temps et de voir que toute une frange du Parti républicain, et notamment tout ce mouvement trumpiste, et post-Trump presque, qui pèse assez lourd aux États-Unis, ou de plus en plus lourd en tout cas, est en train de profiter de cette espèce d'effet d'aubaine, Twitter étant vu comme un outil des guerres culturelles menées contre les démocrates et les libéraux depuis quelques années, pour réinvestir le réseau, avec évidemment ce point très symbolique de savoir est-ce que Donald Trump, symbole d'entre les symboles, sera de nouveau admis sur la plateforme. Et en France, qu'est-ce qui pourrait se passer, Romain Badoir? Est-ce qu'il pourrait y avoir une évolution? Alors, on le disait, la régulation de Twitter semble trop importante pour Elon Musk. Elle semble trop importante peut-être pour des mœurs américaines. En France, on a plutôt la sensation que la plateforme est sous-régulée. Effectivement, alors déjà, on a deux cultures de la liberté d'expression qui sont très différentes entre les États-Unis et l'Europe et la France en particulier, où en France, on va fixer dans la loi des limites à la liberté d'expression et on va considérer que c'est le rôle de l'État d'encadrer l'exercice de cette liberté d'expression. Donc, on va être plus tatillon et plus exigeant sur la manière dont les plateformes modèrent les contenus. En considérant d'ailleurs que Twitter, c'est plutôt le mauvais élève dans le paysage des réseaux sociaux, pardon, qui modère un petit peu moins que les autres, et le fait que Elon Musk annonce encore moins de modération sur la plateforme, ça annonce un retour des mouvements d'extrême droite qui ne sont jamais vraiment partis, mais qui vont être encore plus présents sur la plateforme. Parce que le problème, de violence expressive, l'extrême droite, lorsqu'on évoque des abus, c'est principalement l'extrême droite. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui sont observables sur la plateforme? C'est pas que l'extrême droite, c'est que la violence expressive sur Twitter, c'est quelque chose de très répandu. Tous les bords politiques y ont recours. En fait, agresser quelqu'un sur Twitter, ça fait partie d'une stratégie globale qui est d'apporter le maximum de visibilité aux arguments qu'on défend. Et pour apporter le maximum de visibilité aux arguments qu'on défend, on va chercher à faire taire un adversaire, à faire taire les gens qui pensent différemment. Ce qui crée ce climat toxique d'échange. Olivier Tesquet? Oui, puis il faut ajouter, il y a un point qui me semble assez important. Romain rappelait tout à l'heure le nombre de modérateurs sur Twitter qui est légèrement inférieur à 2000, ce qui donne en ordre de grandeur, ça fait un modérateur pour 200 000 personnes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Twitter n'est pas du tout armé pour absorber la quantité de messages, et de messages possiblement illégaux ou problématiques, qui sont publiés quotidiennement. Aujourd'hui, on voit que toutes les annonces d'Elon Musk sur l'avenir de Twitter, sa gouvernance, son organisation, etc., concernent de manière écrasante les États-Unis et le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que quand ces histoires de la certification qui serait payante ou pas payante, ce service qui s'appellerait Twitter Blue, etc., ils le déploient aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et j'ai quand même l'impression que le reste du monde est l'angle totalement mort de sa réflexion. Je remarque qu'en Inde, il a licencié la quasi-totalité des effectifs dans un pays qui est quand même à la fois un marché en développement et un endroit de très forts affrontements numériques. Pas que numériques, mais des affrontements confessionnels. Donc évidemment, ils trouvent une résonance dans le monde numérique. Et j'ai un peu l'impression aujourd'hui que la stratégie d'Elon Musk, on le disait un peu tout à l'heure, c'est d'automatiser le plus possible la modération de ces échanges dans tout ce qui n'est pas le monde anglo-saxon, parce que finalement, il s'en fiche un peu. Oui, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Que ça ne suffit pas comme régulation. On sait que ça ne suffit pas. Les plateformes le disent elles-mêmes, que les algorithmes ont quand même un effet de surcensure et de surmodération, parce que un algorithme, aussi entraîné soit-il, il n'est pas capable de saisir la subtilité contextuelle du langage et d'un échange sur un réseau social. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis des années, la plupart des grandes plateformes sous-traitent à des petites mains dans des pays du Sud et à des tarifs très faibles, cette modération avec une main-d'œuvre complètement invisibilisée qui fait le travail qu'étaient censés faire les algorithmes selon leurs promesses pour le futur. Donc je crains qu'Elon Musk n'ait très envie de recourir à ce type de procédé qui par ailleurs coûte beaucoup moins cher effectivement qu'employer des modérateurs qui seraient des vrais salariés de Twitter. Oui, parce que ça peut avoir des conséquences terribles. On l'a vu par exemple avec Facebook, Romain Badoir, en Birmanie, où la plateforme a été accusée à juste titre d'avoir nourri la répression contre les Rohingyas parce que des messages qui passaient sous les autorités de régulation, les autorités de la plateforme, je veux dire, ont incité à la haine raciale.
Ah oui, tout à fait. Alors le cas des Rohingyas, il est assez dramatique parce que lorsqu'il y a eu ces violences interconfessionnelles en Birmanie, d'après les révélations qui ont été faites par Frances Haugen, qui était une lanceuse d'alerte de Facebook, il n'y avait qu'un seul modérateur qui maîtrisait le birman pour tout le pays. Donc évidemment, il y a beaucoup de messages qui sont passés sous les radars. C'est la même chose en Inde avec les violences interconfessionnelles. Il y a très peu de modérateurs humains capables de comprendre le contexte culturel et donc de comprendre s'il y a vraiment un danger derrière les messages d'incitation à la haine qui sont répandus. Et les algorithmes, eux, de détection automatique, n'ont pas assez de contenu en birman pour s'entraîner à détecter automatiquement les messages de haine. Donc tout cela est très compliqué. Olivier Tesquet. Oui, je voulais ajouter que Elon Musk est quelqu'un qui jusqu'ici fabriquait des voitures, fabriquait des fusées, et avant toute chose, c'est un ingénieur. Il a une pensée d'ingénieur, et d'ailleurs, quand il achète Twitter, il voit Twitter comme des lignes de code. C'est-à-dire qu'il arrive et il dit aux salariés, si vous voulez garder votre job, vous allez m'imprimer toutes les lignes de code que vous avez tapées, et on va décider, à partir de ce critère-là, qui on garde et qui on décide de licencier. Et je reviens sur cette question du long-termisme que j'évoquais tout à l'heure. Dans l'idéologie, si on peut dire long-termiste, il y a cette idée que ça va être une sorte d'arche de Noé pour les plus productifs. Et cette idée qu'il vaut mieux sauver les vies des pays occidentaux que celles des pays en développement, parce que les pays occidentaux innovent davantage et sont plus productifs, et donc sont davantage susceptibles de pérenniser l'espèce humaine pour les millénaires à venir. Une pensée assez radicale et qui est une sorte d'eugénisme d'ingénieur, on va dire, pensée à laquelle Elon Musk souscrit assez, et donc on revient sur cette question Pardonnez-moi, je vous coupe, Olivier Tesquet, mais alors c'est quand même contradictoire par rapport à son autre activité qui est aujourd'hui son activité rémunératrice. Je parle bien entendu de la construction d'automobiles chez Tesla. La Chine est l'un de ses principaux marchés. La Chine est d'ailleurs un risque aussi, parce qu'on se dit que s'il souhaite continuer à vendre des voitures à la Chine, eh bien, les autorités chinoises pourraient par exemple faire pression sur ce qui se déroule sur Twitter désormais. Moi, je me pose la question de savoir ce qu'il se passera si demain le renseignement américain détecte une opération d'influence chinoise, pour prendre un exemple totalement au hasard. Que se passera-t-il? Quelle sera la réaction d'Elon Musk, patron de Twitter, par rapport à Elon Musk, patron de Tesla, qui fait le quart de son chiffre d'affaires en Chine? Ça va être une vraie question sur la loyauté de ses intérêts, on va dire, et le fait qu'ils peuvent entrer en conflit et qu'il va peut-être être rattrapé par une réalité ou géopolitique ou économique. On sait par exemple qu'Apple a plié face aux autorités chinoises qui exigent toujours un certain nombre de choses par rapport aux kiosques d'applications d'Apple, les applications qu'on peut télécharger, celles qui sont autorisées, celles qui ne sont pas autorisées, et Apple finalement s'est aligné pour rester sur le marché chinois. Oui, et puis ça veut dire que demain, comme Elon Musk a des intérêts chinois, peut-être qu'il sera plus sensible à des arguments des autorités chinoises dans la suppression d'un certain type de discours, dans la discrimination contre les Ouïghours, par exemple, ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est un point sur lequel il va falloir être assez attentif. Romain Badois. On voit bien avec ces enjeux de stratégie économique en Chine à quel point le cas du rachat de Twitter par Elon Musk souligne la nécessité d'avoir des infrastructures d'information publiques, de la même manière qu'on a des médias publics dans un pays comme la France. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à ce que voudrait dire avoir des réseaux sociaux publics? Alors, réseaux sociaux publics, ça ne veut pas dire des réseaux sociaux qui soient détenus par l'État, mais des réseaux sociaux d'intérêt général qui ne seraient à but non lucratif, qui pourraient être détenus par des fondations ou par des associations et qui auraient des obligations de transparence et d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs économiques comme politiques. Ça, c'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que ça peut se réaliser concrètement? C'est plus compliqué à dire. En tout cas, on voit bien qu'il y a vraiment une urgence à réfléchir à tout ça aujourd'hui. Alors, une urgence et une question qui se pose, Olivier Tesquet, où aller si d'aventure les personnes souhaitaient quitter Twitter? Il y a aujourd'hui une forme de monopole, de quasi-monopole de cette plateforme sur ce type d'application, autrement dit des applications de micro-blogging. Quel est le paysage par ailleurs?
Alors on l'évoquait un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, l'application qui monte un peu, on va dire, ou en tout cas sur laquelle beaucoup de gens semblent miser ou se diriger, c'est une application qui s'appelle Mastodon. Mastodon, c'est le modèle inverse de Twitter. C'est-à-dire que Twitter est un modèle centralisé. On a effectivement cette image reprise d'ailleurs par Elon Musk lui-même de place du village ou de place publique sur laquelle tout le monde peut s'exprimer, alors que Mastodon est une architecture décentralisée. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des instances qu'on pourrait par analogie assimiler à des forums, donc des forums avec des regroupements affinitaires, chaque instance étant administrée par un ensemble de personnes qui définissent finalement leurs propres règles en adhérant à un corpus un peu plus large de règles générales, on va dire, d'utilisation pour être mises en avant par Mastodon. Et donc aujourd'hui, on a à peu près un petit peu moins de 4000 instances. Donc ça veut dire 4000 politiques de modération possiblement différentes, avec deux philosophies qui sont très éloignées, c'est-à-dire d'un côté, on le disait tout à l'heure, Twitter, une application de philosophie américaine où les discours de haine notamment sont protégés par le premier amendement, donc avec une vision assez maximaliste de la liberté d'expression, et de l'autre, une tradition beaucoup plus européenne, imprégnée notamment de la pensée allemande sur la question, où c'est d'abord la dignité de la personne qui prévaut, et où donc on bannit un certain nombre de discours, et notamment ces discours de haine. Après, c'est vrai que la difficulté de Mastodon aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la masse critique de Twitter. Vous n'avez pas du tout le même nombre d'utilisateurs. Et on voit déjà poindre un certain nombre de critiques sur le fait que 4000 politiques de modération différentes, ça veut aussi dire 4000 Elon Musk potentiels ou mini Elon Musk qui vont de manière discrétionnaire et autoritaire décider que telle personne a le droit de parler, telle personne n'a pas le droit de parler, vous pouvez ou vous ne pouvez pas voir tel message. Donc ça va aussi poser un certain nombre de questions. Il va falloir voir comment Mastodon, si jamais ça devait prendre de l'ampleur, va gérer cette friction qui est inhérente à la prise de parole sur les réseaux sociaux. Et l'on voit aussi qu'on a d'autres possibilités. Alors là aussi, Telegram, Signal, bref, les différentes autres plateformes qui sont parfois utilisées, qui posent à chaque fois de nouveaux problèmes. Telegram, par exemple, c'est une application qui est censée être cryptée, mais qui est russe avec les conséquences que cela peut produire, Romain Badoir, même si elle est parfois utilisée par des hommes politiques pour diffuser des informations. Jordan Bardella, par exemple, est très présent sur Telegram. Oui, depuis 2019, la Russie s'est lancée dans ce qu'ils appellent la création d'un Internet souverain qui consiste à relocaliser les données sur le territoire russe, c'est-à-dire que toutes ces applications et les sites Internet qui stockent des données sur les utilisateurs, les stockent sur le territoire russe. Ce qui implique aussi pour les autorités la possibilité de pouvoir surveiller davantage ce qui se dit et ce qui se fait. Alors effectivement, les échanges sont cryptés sur Telegram. À quel point les autorités, en tout cas les autorités de régulation en Russie ont accès à ces données, c'est assez obscur, mais on peut en tout cas avoir quelques soupçons. Olivier Tesquet. Oui, de toute façon, la question se pose davantage encore pour le personnel politique, parce qu'effectivement, quand vous êtes un responsable politique et que vous avez des échanges qui sont possiblement des échanges importants, qui relèvent de la sécurité nationale ou des intérêts économiques de la France, vous n'avez peut-être pas très envie de les échanger avec quelqu'un d'autre qui lit par-dessus votre épaule. Donc l'utilisation massive de Telegram, notamment par les membres du gouvernement aussi, qui sont assez friands de ce genre d'outils. Ce n'est pas raisonnable. Et pointé depuis déjà quelque temps par les gens qui, au sein de l'appareil d'État, sont un peu chargés de surveiller ce genre de choses et d'être un peu les pompiers du numérique en disant attention, on pourrait courir au-devant d'un certain nombre de déconvenus. Mais alors, est-ce qu'il y a une alternative ? C'est compliqué parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Et si on reste sur cette question de la conversation publique, est-ce qu'il peut y avoir un autre lieu de la conversation publique ? Est-ce qu'on peut éliminer de la conversation publique des gens qui tiennent des propos qui sont
considéré collectivement comme inacceptable. On a vu dans un certain nombre de pays, je pense au Brésil, quelqu'un me le faisait remarquer hier, qu'au Brésil, on a eu une migration d'un certain nombre de discours de haine liés aussi à la présidence de Jair Bolsonaro, qui ont reflué vers ce qu'on appelle le dark social. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce sont des groupes de personnes. Donc là, en l'occurrence, c'est des boucles WhatsApp où vous avez quelques centaines de personnes qui vont échanger entre elles un certain nombre d'informations qui vont peut-être se radicaliser, parce que ces informations n'en sont pas toujours, et de cette manière-là, par capillarité, de groupe en groupe, vous allez avoir une réorganisation d'un ensemble de personnes que vous avez a priori bannies de la conversation publique parce qu'ils n'ont pas respecté les règles collectives et qui vont se réorganiser un peu comme ça à l'égard, un peu loin des regards. Merci beaucoup Olivier Tesquet. On vous retrouve dans les pages de Télérama, puisque vous y êtes journaliste média et numérique. Romain Badouard, maître de conférences et chercheur en sciences de l'information, les nouvelles lois du web, modération et censure aux éditions du Seuil. Et puis, je rappelle également le livre d'Annabelle Gavert, Plateforme, le business model qui domine le monde. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45. France Culture. L'esprit d'ouverture.